Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle table ronde du Salon Emploi Durable qui est consacrée à la finance durable et à la réglementation de finance durable. Cette année 2022 étant une année charnière, donc comme le dit le titre. On a avec nous 4 intervenants qui vont expliquer comment ça se passe. Alors je commence par vous les présenter. Pauline Becquet, juste à côté de moi, qui est directrice générale de Finance for Tomorrow, qui donc est l'association qui regroupe les spécialistes de la finance durable, investisseurs, banques. Vous me direz, vous me corrigerez après. À côté, Fouad Massabni, qui est directeur de programme conformité RSE à la Société Générale. Donc, je n'ai pas besoin de présenter la Société Générale, on devine. À côté, Iden Bourokba, qui est directrice de cabinet chez Tutélaire, Tutélaire qui est une mutuelle qu'elle nous présentera un peu après, une mutuelle qui est spécialisée dans la dépendance. Et enfin, au bout, il y a Marie Viguet, qui est senior manager entreprise et finances durables chez Square Management, qui est une agence de conseil, un cabinet de conseil en management, j'imagine. Bienvenue à cette table ronde. Donc, cette table ronde elle va vous permettre de comprendre la réglementation financière, comment elle évolue, pour prendre en compte les aspects de durabilité, donc les aspects qu'on connaît qui sont les aspects ESG, environnementaux, sociaux et de gouvernance. La période en ce moment est assez cruciale au niveau européen, mais aussi international. La Commission européenne qui a mis en place un plan d'action sur la finance durable depuis 2018 et qui le déploie, qui travaille dessus depuis 2018, ce plan d'action commence à se déployer et à rentrer en vigueur depuis quelques mois, c'est depuis cette année. Avec des fois quelques frictions, et ça, les acteurs vont pouvoir nous expliquer comment parfois ça peut poser des difficultés. C'est très foisonnant, c'est même très technique, mais dans cette table ronde, on va surtout essayer d'expliquer en quoi cette réglementation, quels sont ses objectifs finaux, en quoi sa portée permet de transformer l'économie, la finance et l'économie vers une économie qui soit, on l'espère, plus soutenable. Et on va commencer tout de suite avec Pauline Becquet, donc de Finance for Tomorrow, parce que dans votre qualité d'association de place qui regroupe un peu tout le monde, vous avez un peu un point de vigie, vous connaissez parfaitement la réglementation. Est-ce que vous pouvez nous planter le décor un peu de cette réglementation, nous dire quelles sont les échéances et surtout quels sont les objectifs visés par la Commission européenne ? Oui, bien sûr. Alors peut-être juste un petit mot pour représenter Finance for Tomorrow. Donc on est la branche de Paris Europlace dédiée à la finance durable. Aujourd'hui, on a plus de 110 membres qui rassemblent tout l'écosystème. Donc effectivement, on a beaucoup d'acteurs financiers, mais pas que. On a aussi des ONG, des think tanks, les pouvoirs publics, des entreprises, des data providers qui sont autour de la table avec nous. Et l'objectif, c'est que tous les membres travaillent ensemble pour transformer la finance et faire de la finance durable la nouvelle référence pour contribuer au financement d'une économie bas carbone et inclusive. Alors maintenant, planter le décor de la réglementation actuelle en finance durable. Vaste programme. Voilà, c'est pas facile, donc je vais essayer de faire ça de manière claire, sans trop embrouiller tout le monde. Alors déjà, il faut savoir qu'il y a à la fois des initiatives réglementaires au niveau français, au niveau européen, mais on a aussi des initiatives internationales qui viennent s'ajouter par-dessus tout ça. Je vais commencer par le niveau européen. Vous avez parlé du plan d'action pour la finance durable de la Commission européenne qui a été publié en 2018 avec une stratégie renouvelée en 2020. Donc, dans le cadre de ce plan d'action finance durable, on a plusieurs textes majeurs qui vont venir toucher, je dirais, 3 grands domaines. Le premier, c'est d'abord la stratégie d'investissement, à savoir comment est-ce qu'on intègre l'ESG, les piliers environnementaux, sociaux et de gouvernance dans les stratégies d'investissement. Le deuxième grand domaine, c'est sur les produits financiers et comment est-ce qu'on distingue des produits durables ou non et comment est-ce qu'on doit les distribuer. Et puis, le troisième grand domaine qui est le plus important, c'est sur la transparence et le reporting. Donc, on a plusieurs textes. On a d'abord le texte taxonomie, qui est en fait un référentiel qui vient classifier les activités économiques durables sur le plan environnemental. Donc, il y a 6 objectifs environnementaux qui sont définis par la Commission européenne. Aujourd'hui, on a des critères pour 2 de ces objectifs environnementaux qui sont l'atténuation du changement climatique et l'adaptation. Et les critères sont en cours d'élaboration sur les 4 autres qui sont biodiversité, ressources marines, pollution, et à chaque fois il m'en manque un. Économie circulaire. Économie circulaire, merci. Oui. Et donc il y a un certain nombre d'activités économiques qui sont classées par code NAS et pour lesquelles on donne des seuils
qui permettent de considérer que l'activité est durable ou non sur le plan environnemental, ces seuils étant basés sur la science. Donc on a ce règlement taxonomie qui donne ce référentiel, et ce règlement taxonomie, il impose aussi aux entreprises et aux acteurs financiers de reporter pour les entreprises quel est leur chiffre d'affaires qui est aligné avec la taxonomie européenne, mais aussi quels sont leurs CAPEX et leurs OPEX alignés avec cette taxonomie. Et il impose aux investisseurs de donner la part de leur portefeuille qui est alignée avec cette taxonomie européenne. Ensuite, on a le règlement SFDR, pour Sustainable Finance Disclosure Regulation, qui lui impose à la fois aux acteurs financiers et aux conseillers financiers de publier des informations sur la manière dont ils intègrent en fait l'ESG dans leur stratégie, mais qui vient aussi donner une classification des produits dits durables. Vous avez peut-être entendu parler des produits article 8, article 9 et article 6. Donc les produits article 8, ce sont ceux qui font la promotion de caractéristiques environnementales ou sociales. Les produits article 9, ce sont ceux qui visent un objectif d'investissement durable. Et les produits article 6, c'est tous les autres. Et ce règlement, il impose que sur tous les produits financiers, même ceux qui ne sont pas durables, il y ait des informations ESG qui soient publiées, avec bien entendu des informations beaucoup plus importantes et renforcées pour les produits dits durables, donc article 8 et article 9. On a également une réglementation dans le cadre d'une révision de MiFID et IDD sur la distribution qui impose aux conseillers financiers d'intégrer la question des préférences ESG dans le devoir de conseil. Donc depuis début août, au même titre que les conseillers financiers doivent évaluer l'appétence au risque, doivent parler d'espérance de rendement, ils doivent aussi questionner les épargnants sur leurs préférences ESG. Et c'est là où ça commence à se compliquer, parce qu'il se trouve que dans MiFID et IDD, les produits durables qui sont définis pour répondre aux préférences ESG des épargnants, ce n'est pas les mêmes que dans SFDR. Ça fait référence à la taxonomie, certes, mais voilà, c'est des définitions différentes. Donc on commence à voir que la réglementation... les premières frictions. Voilà, a quelques frictions, et les acteurs financiers ont parfois un peu de mal à la mettre en œuvre. Ensuite, on a une autre réglementation au niveau européen, qui est la CSRD, pour Corporate Sustainability Reporting Directive, qui vient réviser ce qui s'appelle aujourd'hui la NFRD, qui en fait concerne toutes les obligations de reporting RSE, développement durable des entreprises. Et cette CSRD, le changement majeur qu'elle apporte, c'est que maintenant, l'information ESG va être normalisée. C'est-à-dire qu'il y a des standards qui vont définir exactement quelles sont les informations qui doivent être reportées par les entreprises et comment est-ce qu'il faut qu'elles soient reportées, comme on l'a pour les normes comptables. Et donc, il y a l'EFRAG au niveau européen qui travaille sur cette normalisation. J'essaye d'accélérer un peu, mais pas de problème. de présenter ça de manière claire quand même. Donc ça, c'est au niveau européen. On vient de parler de normalisation. Il se trouve qu'au niveau international, on a aussi des travaux de normalisation en cours avec la fondation IFRS, qui a créé l'International Sustainability Standard Board, qui normalise aussi la donnée ESG. Alors l'ISSB, eux, ils se focalisent pour l'instant sur la donnée climat, dans une optique de simple matérialité, c'est-à-dire qu'ils vont surtout regarder en quoi l'impact du changement climatique, en gros, a des effets sur la valeur financière de l'entreprise. Alors que les FRAG au niveau européen, ils travaillent sur toutes les données ESG et dans une optique de double matérialité, c'est-à-dire qu'ils regardent à la fois l'impact sur la matérialité financière de l'entreprise, mais aussi sur ce qu'ils appellent l'impact materiality, c'est-à-dire en quoi les activités de l'entreprise ont des impacts sur les facteurs environnementaux et sociaux. Donc, deuxième friction, un peu une... Voilà. Donc, vous disiez qu'on va revenir dessus un peu après, donc je ne rentre pas plus en détail. Ensuite, je viens au niveau national, parce que la France, qui a toujours été pionnière en matière de finances durables, avait déjà des réglementations. On avait été les premiers à faire du reporting RSE. On avait la loi NRE. Ensuite, on a eu l'article 225 de la loi Grenelle 2. Ensuite, maintenant, on applique NFRD, on appliquera CSRD. Mais on est aussi pionnier en matière d'obligation de reporting pour les investisseurs. On avait l'article 173 de la loi de transition énergétique pour la croissance verte, qui s'est transformé en article 29 de la loi énergie-climat. Pourquoi cette transformation ? Justement parce qu'entre-temps, il y a eu SFDR au niveau européen, et donc il fallait se mettre au niveau de la réglementation européenne, tout en conservant les avancées de
française. Donc au niveau français, les investisseurs ils doivent publier un rapport ESG et dans lequel ils doivent mettre un certain nombre d'informations qui sont déjà requises par SFDR, mais ils doivent aussi aller plus loin, c'est-à-dire qu'ils doivent expliquer en quoi leur stratégie d'investissement et leur portefeuille est aligné avec les objectifs de l'accord de Paris, mais aussi avec les objectifs internationaux en matière de biodiversité, qui ne sont pas encore définis, puisque la COP n'a toujours pas eu lieu. Et également, ce qui est différent par rapport à SFDR, c'est tout ce qui est justement intégration de l'ESG dans la gestion des risques, et tout ce qui est risque en matière de biodiversité. On a également la loi Pacte en France qui propose des choses sur la partie produit, puisque pour l'assurance vie, en fait, avec la loi Pacte, dans les contrats d'assurance vie multisupport, il faut présenter au moins une unité de compte qui est labellisée ISR, une qui est labellisée Greenfin et une qui relève d'un fonds solidaire, éventuellement ou non labellisé Finansol. Ça, c'est depuis cette année. Exactement. Le fait de devoir présenter les 3 produits, c'est applicable depuis début janvier. Alors, j'avais pris une slide faite par l'ESMA sur l'entrée en réglementation, l'entrée en vigueur des différentes réglementations. Voilà, malheureusement, je ne peux pas la projeter. Mais c'est extrêmement compliqué parce qu'en fait, tous ces textes entrent en vigueur de manière échelonnée, avec parfois le niveau 1 des textes européens qui rentrent en vigueur alors qu'on n'a pas encore connaissance des textes de niveau 2. Je prends juste l'exemple de SFDR qui est en vigueur depuis mars 2021, donc le niveau 1 s'applique. En revanche, les actes délégués qui viennent préciser toutes les informations ESG qu'il faut produire à destination de l'épargnant pour les produits durables, ils ont été publiés beaucoup plus tard et ça va rentrer en vigueur que l'année prochaine, en 2023. Donc on se retrouve voilà, dans une avalanche réglementaire qui est nécessaire, parce qu'il faut agir très vite, mais avec parfois des frictions aussi en termes d'entrée en vigueur. Et par exemple, pour répondre justement aux obligations de SFDR, où on doit publier un certain nombre d'indicateurs d'impact négatif sur le portefeuille d'investissement, et ben pour avoir ces informations sur les impacts négatifs, il faut qu'on ait l'information de la part des entreprises. Or, la directive CSRD, celle qui concerne le reporting RSE des entreprises, elle est en cours d'élaboration, la normalisation est en cours d'élaboration, donc les obligations, elles ne sont pas encore là. Donc en fait, les investisseurs doivent reporter des choses alors que les entreprises ne sont pas encore obligées de le reporter. Donc il y a aussi ce point de friction-là où c'est compliqué d'avoir accès à l'information. C'est le côté année charnière, en fait, tout arrive un peu en même temps, et Exactement. pas en pagaille quand même pas, mais tout arrive en même temps et de manière assez difficile. Et en même temps, c'est aussi un rythme assez soutenu pour la Commission européenne qui n'a pas l'habitude de réglementer aussi rapidement. Enfin, on connaît des directives qui ont pris 10 ans pour être mises en place ou appliquées. Celle-ci, finalement, va assez vite, je trouve. Exactement. Fouad Massabni, je me retourne vers vous, donc de la Société Générale, parce que c'est intéressant de voir aussi l'aspect, comment ça se passe dans les entreprises qui doivent appliquer cette réglementation. Vous, donc, en tant que banque généraliste, comment est-ce que vous êtes organisé pour appliquer tous ces dispositifs ? Depuis combien de temps ça vous a pris ? Comment vous faites concrètement, en fait ? Bonjour à tous et merci Mreline pour ce panorama qui donne quand même, qui plante un peu le décor. Alors moi, en tout cas au sein de la Société Générale, je m'occupe du programme qui couvre certains aspects des réglementations, notamment SFDR, taxonomie quand c'est en lien avec SFDR, MiFID 2, IDD et la loi énergie-climat, l'article 29. Alors nous, au sein de la Société Générale, on a lancé le programme assez tôt, en 2020. Et on a essayé quand même de mettre tout le monde autour de la table avec une gouvernance robuste, associant les métiers, la conformité et surtout le juridique pour pouvoir un peu défricher le terrain. Et on savait qu'on était sur un programme qui serait pluriannuel. Parce que quand on regarde les différentes réglementations qui commencent à rentrer en vigueur et qui sont échelonnées dans le temps, c'était quand même un investissement assez important de se lancer sur un programme qui est pluriannuel. Alors, comment on s'y prend ? Déjà, on avait une veille juridique qui déjà nous a mis puce à l'oreille assez tôt sur le plan d'action européen pour la finance durable en 2018. On a commencé à regarder un peu les différents textes qui sortent à fur et à mesure. Comme tu le dis, Pauline, on a commencé avec le niveau 1, ensuite le niveau 2. Et notre challenge, au fait, c'est vraiment de passer de centaines de pages de texte à vraiment essayer d'opérationnaliser
et un peu d'embarquer tous les parties prenantes de la banque. Parce qu'aujourd'hui, au sein de la banque, il y a plusieurs activités qui sont impactées par ces différentes réglementations. Ça va de la banque de détail à la banque d'investissement. Ça part ouais. de la banque d'investissement, qui est un producteur, jusqu'à la banque de détail, qui est vraiment les anciennes Société Générale ou Boursorama que vous voyez un peu partout. Et au fait, il fallait mettre un peu tous ces acteurs autour de la table et déjà leur essayer et commencer à leur expliquer c'est quoi ces réglementations. Parce qu'on part de zéro, on part sur des nouvelles notions, des réglementations, des termes qu'on n'a jamais utilisés avant. Et on part de termes, par exemple, comme investissement durable. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un terme très large. Ou double matérialité, comme on en parlait tout à l'heure. Au fait, et nous, en tout cas, on a monté quand même pas mal de forums, ce qu'on appelait les awareness, en tout cas, pour commencer à expliquer un peu à tout le monde au sein de la banque quelles sont ces nouvelles réglementations afin de les lancer dans leurs projets. Ça, c'était le premier aspect et l'aspect le plus important. Ça veut dire embarquer quand même tous nos stakeholders assez tôt sur de nouveaux termes et de nouvelles réglementations qui sont lancées. Ça, c'est le premier point. Et ensuite, une fois on a bien compris de quoi il s'agit, c'est lancer vraiment les impact assessments, parce qu'au sein du groupe Société Générale, il y a beaucoup de métiers différents. Et au fait, il fallait bien cibler les métiers qui sont impactés. La gestion d'actifs, par exemple, est impactée. Les métiers d'assurance sont impactés. Et aussi, beaucoup, nos distributeurs, la banque de détail, Société Générale ou Boursorama, par exemple. Ils sont impactés sous forme de reporting uniquement ou pas seulement? Est-ce qu'il y a plus, ça va plus loin que ça? Ça va plus loin que ça. Au fait, nous, comme on est une banque universelle, au fait, on est impacté sur tout le long de la chaîne. Côté producteur, au fait, où il faudra sortir les informations, les données, pour les partager avec les distributeurs internes ou externes, afin qu'ils puissent partager, comme disait Pauline tout à l'heure, MiFID, les informations avec les clients qui vont venir pour investir dans des produits au sein des agences. Donc, au fait, c'est un peu toute cette chaîne-là. Et les produits eux-mêmes doivent changer aussi, en quelque sorte, ou se rapprocher de SFDR article 9, par exemple, ou 8 ou... Bien sûr. Au fait, déjà, il va falloir... les produits, ils existaient déjà. Après, il faut quand même venir catégoriser ces produits en article 8, 9 ou 6, en tout cas, et venir, en tout cas, amener plus de transparence sur tous les produits, amener un peu cette touche ESG sur les produits qu'on est en train de marketer, en tout cas. C'est ce que nous demande la réglementation et c'est ce que, au fait, nous, on essaye de cibler, de comprendre, de discuter des différents termes et des définitions. Et au fait, on ne le fait pas seul, hein, on le fait au sein de la place aussi, avec nos pairs. On discute beaucoup avec les régulateurs, avec l'AMF, avec l'ESMA, au fait, pour essayer un peu de comprendre les différents termes et avoir des clarifications pour qu'on puisse avancer. C'est la question que je me posais aussi. Pauline, elle nous a bien expliqué tout les décors et l'articulation finalement entre ces réglementations. Est-ce que ça aussi, vous êtes obligé de le faire vis-à-vis de vos contreparts, enfin des personnes dans la banque? Est-ce que c'est une histoire aussi que vous racontez comme ça pour leur dire pourquoi on fait ça aussi, puisque sinon ça peut rester un aspect très technique et très aride? Au fait, historiquement, en tout cas dans les réglementations qu'on a gérées, en tout cas que moi j'avais gérées, comme par exemple MiFID 2 ou EMIR, au fait, on travaillait sur une réglementation. MiFID 2, on avait un programme MiFID 2 sur lequel on a travaillé pendant aussi plusieurs années. Là, au fait, on avait une approche différente. Là, on s'était dit au début, on a commencé à regarder un peu SFDR et on a commencé à voir un peu les liens entre les différentes réglementations. On lisait SFDR, on voyait des liens qui renvoyaient vers taxonomie. Du coup, on allait voir taxonomie, on avait des liens qui nous envoyaient aussi vers MiFID. Et au fait, petit à petit, on se retrouvait avec... On a vite vu qu'on ne pouvait pas un peu siloter ces différentes réglementations et il fallait les traiter de manière globale. Et c'est là, au fait, où on a essayé de faire quand même des mappings pour comprendre l'histoire à raconter. Ça veut dire, qu'est-ce qu'essaye de nous dire le régulateur? Qu'est-ce qu'est le but ultime à la fin? Et comme on disait tout à l'heure, c'est vraiment, le but, c'est de la transparence vis-à-vis des investisseurs finaux
Et au fait, c'est un peu toute cette chaîne qu'on est en train de traiter, parce que le produit final, il est chez le distributeur, mais avant ça, il y a toute une chaîne qui travaille sur les produits pour venir rajouter des côtés transparence de SFDR, pour pouvoir les partager avec les distributeurs. Et aussi, il y avait aussi pas mal de discussions autour de la place, comment véhiculer ces informations-là, opérationnellement. Et au fait, c'est tous ces sujets-là qu'on essaye de tacler maintenant, ça fait à peu près 2 ans, 2 ans et demi. Oui. Et pour quelques années encore, peut-être. Pour quelques années encore. Marie Viguet, je me tourne vers vous. Donc, vous êtes senior consultante chez Square Management. Donc, vous avez une vision, vous aussi, un peu globale de multi-entreprise. On a parlé donc de l'objectif ultime de ces réglementations. Est-ce que c'est quelque chose, justement, quand on l'implémente dans les entreprises, qu'on ne risque pas de perdre de vue? Est-ce que vous l'avez vu au cours de votre expérience, ça? Oui, alors en effet, on voit que les acteurs sont soumis à une avalanche réglementaire avec de nombreuses complexités. Et de fait, dans la mesure où c'est des réglementations qui sont à la main de la conformité, on a ce risque de vouloir ticker la partie conformité, de faire le minimum réglementaire et donc d'oublier l'objectif de durabilité qu'il y a derrière ces textes. Donc en fait, on voit que l'objectif transparence peut ne pas être associé à objectif de durabilité. Peut-être pour vous donner un exemple, il y a un principe, donc Pauline, vous me corrigez, mais un principe dans le texte SFDR ou dans les textes de reporting qui est le principe de comply ou explain. C'est-à-dire qu'on a le choix de prendre en compte ou pas des enjeux de durabilité, mais on est conforme au texte dans la mesure où on explique aux clients, aux investisseurs ce qu'on fait et où on le publie. Et donc, on va être conforme d'un point de vue réglementaire, mais sur l'aspect durabilité, on pourra, par exemple, ne pas prendre en compte les impacts négatifs des investissements ou les risques de durabilité. Donc ça, c'est vraiment, on va dire, la particularité de ces textes, c'est qu'on veut la transparence parce que c'est l'objectif du plan d'action de la Commission européenne. Rappelons que la finalité, c'est d'avoir la vision sur ce que fait le marché en matière d'ESG, puisque à ce stade, il y a des controverses sur le greenwashing, il y a des reportings qui existent, mais qui étaient vraiment très hétérogènes entre les différents acteurs. Donc, il y a cet impératif de transparence qui prime pour l'instant, pour permettre un pilotage des flux financiers. Et ensuite, donc, il y aura l'aspect durabilité. Alors après, pour des clients et pour des institutions financières, comment dépasser cet enjeu et comment garantir un objectif de durabilité? C'est dépasser la contrainte réglementaire, c'est construire une histoire, définir un degré d'ambition en matière d'ESG, quelles sont les pratiques que je veux mettre en place au sein de mon entité, est-ce que je veux prendre en compte les impacts négatifs, est-ce que je veux prendre en compte les risques, quels produits je vends, est-ce que je vends uniquement des produits article 8, article 9, également quels sont les engagements volontaires auxquels je peux souscrire pour avoir des produits innovants et de plus en plus d'engagements pour les clients. Et la finalité, en fait, c'est de pouvoir construire cette histoire et raconter cette histoire dans la documentation qui sera disponible pour le client sur le site Internet et dans la documentation précontractuelle et périodique. D'accord, donc c'est tout un travail de storytelling presque. C'est une histoire à raconter, c'est une prise de hauteur par rapport aux enjeux réglementaires. Et ça rejoint aussi ce que dit Fouad dans le... En fait, on est obligé de traiter les réglementations dans leur ensemble. On ne peut pas se spécialiser sur une ou l'autre des réglementations. On doit avoir une vision globale et essayer de donner une compréhension pédagogique de tous ces textes et de la manière dont ils fonctionnent. C'est un sacré challenge. Ouais, j'imagine. Iden Brogba, je me retourne vers vous. Donc vous êtes chez la mutuelle tutélaire. Vous allez nous dire en 2 mots de quoi il s'agit. C'est une société à mission, en tout cas ça je peux le dire, qui s'est fixé des objectifs sociaux et environnementaux. Et vous avez un témoignage un peu différent justement sur cette réglementation parce qu'elle vous sert dans cette mission que vous vous êtes fixée. Alors, vous m'entendez bien ? Parfait. Alors, je vais rebondir sur ce qu'a dit Marie. En effet, nous, on a le cheminement inverse. Notre histoire, elle est écrite.
Et maintenant, on doit la traduire et la faire entrer dans des cases réglementaires. Alors, je vais vous expliquer qui est tutélaire en quelques mots, parce que contrairement à la Société Générale, je pense que vous ne nous connaissez pas. Nous sommes une mutuelle de prévoyance. Alors une mutuelle, donc nous sommes assureurs. Notre métier, c'est d'assurer. Nous vendons des contrats de dépendance, donc contre le risque de dépendance, c'est-à-dire que lorsque on devient âgé et on est confronté à un risque de perte d'autonomie, et nous apportons une réponse assurantielle à ce sujet de société qui est traité aujourd'hui avec un manque de politique publique. Donc nous, on est sur ce créneau-là. Qu'est-ce que je peux vous dire sur notre histoire? En fait, on a été créé en 1907 par des facteurs, anciennement des PTT, qui, en fait, devant les premières couvertures sociales qui étaient mises en place par les PTT, ont été exclus parce qu'ils étaient ouvriers. Donc, en fait, ils présentaient un risque trop important. Donc, c'est-à-dire que comme on les couvrait contre ce qu'on appelle le risque invalidité, incapacité, vous êtes facteur, vous tombez dans la rue. À l'époque, il n'y avait pas de ce système de protection sociale tel que nous le connaissons aujourd'hui. Eh bien, en fait, c'était une perte sèche pour vous. Comme vous avez plus de chances de vous casser la figure en faisant de la distribution qu'en étant derrière un bureau, les premières assurances qui s'étaient couvertes ont dit « Ah non, pas vous ». Donc, on s'est créé comme ça. Et aujourd'hui, en fait, c'est toujours la même histoire. C'est-à-dire qu'on a commencé par couvrir donc, nos agents donc des feux, les PTT. Et évidemment, vous savez, La Poste et France Télécom sont devenues aujourd'hui des sociétés anonymes. On couvrait les fonctionnaires à l'époque. Et fort de notre couverture de ces aujourd'hui 400 000 personnes que l'on connaît et qui vieillissaient en fait en même temps que la mutuelle, on a entendu leurs besoins de dire nous on doit être couvert contre le risque de dépendance qui aujourd'hui nous on ne peut pas le faire. C'était pas des classes sociales avec des revenus importants. Vous savez qu'aujourd'hui la dépendance, vous avez soit vos assurances vie, soit vos contrats, on va dire votre patrimoine, et puis quand vous arrivez à un certain âge, vous liquidez l'un et l'autre et puis ça vous finance votre fin de vie, généralement dans des EHPAD ou dans des maisons de retraite dédiées. Donc nous, notre histoire, on s'est dit franchement c'est dommage. Vous savez que les mutuelles étaient corporatistes, associées justement à des entreprises. Personne ne nous connaît, mais on est persuadé qu'on a quelque chose à apporter sur ce segment de société. Donc en 2020, nous sommes devenus mutuelle à mission, saisissant l'opportunité de la loi Pacte. Et à cette occasion, on pourrait dire qu'on était avec des objectifs sociaux en mission native, comme on dit, même si on est né en 1907. En revanche, sur les aspects environnementaux, c'était un impensé pour la mutuelle. Ce n'était pas son objet social. Et donc, on a intégré, on n'a pas fait qu'une raison d'être, on a intégré dans nos statuts les objectifs environnementaux, et c'est-à-dire que notre stratégie de développement et donc de croissance, elle ne pouvait pas, si on était fidèle à nous-mêmes, se faire contre l'environnement. Et donc, la réglementation, pour nous, on est petit, on est 50 personnes, c'est foisonnant. Alors, moi, je ne le vois pas comme une contrainte et ni comme des silos, je le vois comme la preuve qu'aujourd'hui, ces sujets touchent tout et maillent partout. Alors oui, c'est foisonnant, oui, c'est difficile à lire, et lorsqu'on doit donner des reportings aux régulateurs et aux superviseurs, eh bien, c'est très, très compliqué, mais il faut le voir dans un sens positif. Comment la réglementation nous a impactés. Donc, comme je vous l'ai dit, nous, on n'a pas attendu la réglementation pour agir. On a un objectif très clair dans nos objectifs statutaires et environnementaux qui concernent notre activité d'investisseur, puisqu'on a à peu près, alors on est tout petit par rapport au niveau du marché, on a 280 millions à peu près de placements, donc c'est tout rikiki pour d'énormes personnes, mais on peut quand même agir, et on peut agir avec des grands acteurs du marché qui sont quand même intéressés. Et donc, nous, notre objectif, il est hyper clair et à la fois hyper complexe. On a envie d'être 100% placement responsable. Alors maintenant que j'ai dit ça, responsable, c'est toute la complexité de la définition autour de la table. Comment on fait et pourquoi la réglementation peut nous aider. D'abord, quand on dit qu'on est 100% responsable, c'est que notre trajectoire, elle est très claire. C'est qu'on est dans une trajectoire d'amélioration continue. Donc, on est aussi dépendant du marché. Quand on a commencé, il n'y avait pas de SFDR 6, 8, 9. Aujourd'hui, on ne considérerait pas qu'on est au niveau de nos attentes si on n'est que sur SFDR 6, par exemple. C'est-à-dire qu'on est obligé de s'aligner sur le mieux-disant du marché. Et aujourd'hui, le mieux-disant du marché, c'est une profusion de labels. Donc, on fait confiance à nos partenaires et on est obligé de faire cette démarche de proxy, comme je dis. C'est-à-dire, nous, à notre niveau, on n'a pas cette
complexité technique et cette expertise, parce qu'autour de la table, vous avez déjà 3 personnes qui correspondent chacune à un niveau d'expertise exceptionnel. Et nous, quand on est juste une PME de 50, on espère pouvoir internaliser ce savoir demain, mais c'est très compliqué. Et donc, on a un premier niveau, et la réglementation nous aide, c'est choisir avec fiabilité, plus que transparence, avec fiabilité, nos partenaires à qui on confie l'argent de nos épargnants, avec cet objectif qui est évidemment d'être conforme à notre histoire. Donc ça, c'est pour nous, on l'espère, un levier de clarification. Mais comme je vous l'ai dit, la boussole, c'est d'abord qui vous êtes et votre histoire, et ça, la réglementation, elle ne peut pas l'écrire à votre place. C'est-à-dire que vous avez regardé en fait les fonds, si vous devez placer votre argent dans des fonds, s'ils sont classés article 8 ou article 9, j'imagine. Comment vous vous positionnez aujourd'hui? Vous êtes plutôt sur des articles 8 aujourd'hui et demain 9 ou... Alors, exactement. On a, alors il y a plusieurs façons. On est en gestion sous mandat, c'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit, en interne, on ne peut pas nous piloter et faire des arbitrages au quotidien. Donc, on a mandaté des prestataires qui sont des prestataires historiques qui nous accompagnent depuis longtemps sur cette gestion-là. On a intégré en fait dans nos mandats ces aspects de notation et ces aspects de mieux-disance, c'est-à-dire que lorsque ça ne va pas être très technique, je vous promets, après j'arrête. Lorsqu'une obligation arrive à son terme, et donc quand on appelle ça dans notre jargon interne une tombée de coupon et qu'on doit réinvestir cet argent, on demande en fait à nos gestionnaires sous mandat d'investir de telle façon à ne pas dégrader la note globale du portefeuille, qui aujourd'hui, le proxy, c'est le label ISR. Je pense qu'on reviendra derrière après, puisqu'il y a parfois des petits trous dans la raquette. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième, c'est que dans un objectif de saine gestion, on diversifie ces placements. On ne peut pas faire que de l'obligation, que de l'action. Donc on diversifie en termes de classe d'actifs et aussi de secteurs. Donc quand on s'est retrouvé à un moment dépourvu en fait de support d'investissement. Alors là, ça change, et c'est aussi un des effets de la réglementation, c'est que ça crée des opportunités en termes de création de produits. Et ça, c'est très important, parce que vous avez des acteurs qui ont envie d'investir et qui parfois ne trouvent pas à la source les supports sur lesquels investir. Donc, à cette époque-là, il n'y avait pas trop de supports sur lesquels on voulait investir. Et donc, on a créé en fait un fonds dédié. Donc ça peut aussi être une façon d'agir. C'est là où je vous disais que même si vous êtes petit, vous pouvez quand même trouver des façons d'agir, y compris avec des acteurs reconnus du marché. Et donc, on a créé un fonds biodiversité. Alors, pourquoi biodiversité? Avec un acteur du marché qui n'est pas autour de la table, mais le fonds est public. Donc voilà, vous pouvez le trouver. Et... pourquoi biodiversité et pourquoi en fonds spécifique? C'est parce qu'en fait, on s'est dit, nous, où est-ce qu'on peut avoir le plus d'impact? Aujourd'hui, la durabilité, la responsabilité, la réglementation, elle vous force à qualifier, à quantifier ce que vous avez en portefeuille. Moi, je suis persuadée que le premier avantage que ça va donner, c'est que ça va nettoyer en fait le marché de ce qui se dit vert et de ce qui est réellement vert. Maintenant, il y a ce fameux sujet qui est un peu notre serpent de mer à tous, qui est la finance à impact, c'est-à-dire comment je passe de je fais le minimum réglementaire à je contribue positivement par mon action et par mes investissements à un monde plus durable, plus soutenable ou tout simplement soutenable. Et ça, c'est le fameux concept de double matérialité en fait, que Pauline a exposé. Nous, on l'a acté. On s'est mis autour de la table avec cet acteur et on a dit, maintenant, la biodive, comment je fais pour contribuer par mes investissements? Et donc, on a créé ce fonds-là, où en fait, leur thème d'investissement, c'est ligne par ligne, réussir à prouver par une méthodologie interne aujourd'hui, puisque il n'y a pas de standard, que cet investissement contribue positivement à tel et tel et tel ODD qui sont fixés dans notre charte. Donc voilà, on crée des produits, on suit l'allocation de nos produits, et même parfois, on demande à liquider des lignes qui, bien qu'elles soient ISR compatibles, ne nous apparaissent pas conformes à notre thèse d'investissement. Et c'est ce qui s'est passé avec Orpea, où on a accepté la perte parce qu'on s'est dit, il y avait une opportunité de marché, un arbitrage financier qui était, après le malheureux scandale Orpea, d'acquérir en fait plus de titres Orpea, puisqu'il y avait un arbitrage à faire. Et nous, on a dit, non, mais je crois que vous n'avez pas compris quelle était justement notre histoire, nos valeurs et nos objectifs de transition, donc vous liquidez Orpea. Donc voilà des exemples très concrets pour une
petite quand même mutuelle d'action. Et voilà comment la réglementation peut nous aider et en aucun cas se substituer à notre boussole interne. Mais la réglementation, oui, permet d'avoir une sorte de standard, en quelque sorte, en tout cas de boussole. Malgré tout, sur l'application, l'implémentation de cette réglementation n'est pas toujours facile. Massabni, vous pouvez nous dire un peu comment vous, à quel type de difficultés vous êtes rencontrés, de conflits de réglementation, peut-être vous avez vu les points de friction en fait, qui vous sont apparus. J'allais parler sans le micro. En fait, le point de départ, je pense, c'est vraiment le nouveau jargon sur lequel on est confronté. Je pense que ça, c'est le premier point. C'est les textes. Aujourd'hui, ils sont ce qu'ils sont. On a des compléments, des guidelines, etc., qui tombent à fur et à mesure pour nous clarifier un peu les différents textes. Et je pense que c'est ça aussi un de nos challenges. C'est-à-dire essayer aussi d'interpréter de notre côté, avec les juristes, avec la place, pour essayer de prendre des hypothèses et pouvoir avancer dans les implémentations. Alors, ce sont des hypothèses qu'on prend quand même très au sérieux et qu'on prend toujours. On essaye quand même, en discutant avec les régulateurs, d'avoir un peu les tendances pour savoir où nous orienter dans les implémentations. Je pense que ça, c'est un vrai point. On est en mode agile en permanence parce qu'aujourd'hui, il y a parfois des clarifications de textes qui partent, par exemple, à l'inverse des hypothèses qu'on avait prises. Du coup, il faut rectifier directement le tir et pour se remettre directement dans la guidance ou dans les guidelines que nous donne le régulateur. Ça a été le cas pas mal sur les fonds SFDR, articles 8 et 9, je crois, au début, où les interprétations n'étaient pas tout à fait claires, si je ne me trompe pas. Au fait, on a des textes qui sont quand même assez high level. Quand on parlait de niveau 1 et de niveau 2, au fait, le niveau 1 qui était déjà publié, le niveau 2 est venu un peu plus loin, un peu plus tard. Et au fait, nous, on devait quand même avancer parce qu'on a les obligations et les rentrées en vigueur. C'est là où on se posait et dans des comités en interne, on en a eu plusieurs comités sur les différentes réglementations, où on se posait et on essayait avec le juridique de voir un peu ce que voulait le régulateur, en tout cas, et quels étaient les objectifs pour qu'on puisse s'y approcher le plus en attendant d'avoir plus d'informations sur les prochaines publications. Et au fait, ça, c'est vraiment un sujet, disons, un travail itératif. Et on a des workshops sur les différents thèmes, à des fréquences régulières d'ailleurs, avec pas mal de personnes autour de la table qui discutent aussi avec nos pairs pour voir aussi un peu leurs interprétations. C'est-à-dire qu'on ne le fasse pas nous, fausse route, tout seul, en disant ouais, au fait, c'est ça ce que veut dire le régulateur, mais au fait, on discute avec le régulateur, mais pas que, aussi avec nos pairs et la place, pour pouvoir aussi être un peu homogène dans ce qu'on est en train de proposer et d'implémenter, et aussi de remonter vers les régulateurs aussi les différentes hypothèses qu'on partage avec eux via les consultation papers, etc. C'est tout un travail de veille derrière aussi réglementaire qui est activé. Dès qu'il y a des nouvelles consultations, on y répond pour quand même donner aussi notre avis et aussi avoir des clarifications des régulateurs. Pauline, vous, est-ce que vous avez vu ces différentes interprétations, les points d'achoppement aussi éventuellement entre les différentes réglementations ? Oui, effectivement, comme je l'exposais tout à l'heure, j'ai commencé à exposer un peu les écueils. Il y a cette question déjà de calendrier où on a, pour être très clair, la réglementation n'a pas été faite dans le bon sens. Il aurait fallu commencer par CSRD. Maintenant c'est comme ça, c'est pas grave, on avance et de toute façon il faut y aller. Mais c'est sûr que ça crée de l'incertitude juridique en fait. Et donc les acteurs, parfois, ils ont aussi un peu peur d'annoncer des fonds comme étant article 8 ou article 9 et puis en fait de devoir rétro-pédaler après parce qu'ils se rendent compte que si dans les précisions de niveau 2 en fait il y a des exigences plus fortes auxquelles ils répondent pas, et c'est pas terrible de présenter un fonds article 8 et puis de dire après ah non mais en fait finalement non. Donc, c'est ce qui s'est passé, non ? Je crois qu'il y a eu un énorme mouvement dans le marché de fonds qui s'étaient déclarés 8 ou 9 et qui finalement se sont dit peut-être pas. Alors, moi, pour l'instant, j'ai plutôt l'impression que tout le monde a décidé d'être article 8. Mais pourquoi ? Parce qu'en fait, la Commission, elle est aussi pas très claire sur qu'est-ce que ça veut dire faire la promotion de caractéristiques environnementales ou sociales.
Et à partir du moment où on fait de l'exclusion pour des raisons ESG, donc si on a un suivi de controverse ESG et qu'on fait de l'exclusion, bah, on peut considérer que c'est de faire de la promotion de caractéristiques environnementales ou sociales. Donc ça va aussi se jouer après dans le temps sur les niveaux de transparence et sur les exigences aussi des épargnants par rapport à eux, leurs exigences de maturité, on va dire, de la durabilité des produits. Après, je pense que dans les autres écueils, il peut aussi y avoir, comme tout ça va très vite, les évolutions aussi technologiques vont vite, etc. La taxonomie, par exemple, elle est mouvante, les seuils, ils doivent évoluer. Et on a aussi un risque que si la réglementation, elle va pas assez vite par rapport aux solutions, et ben en fait, on va se retrouver avec, alors qu'on a des super solutions technologiques qui sont là, mais qui sont pas encore dans taxonomie. Enfin voilà, ça c'est aussi un risque finalement que la réglementation aille trop lentement par rapport à la réalité du changement climatique et des solutions. Des différences aussi entre attentes des financiers et des corporates, les entreprises qui émettent des titres, qui, elles, croulent sous les demandes de reporting. Elles n'en peuvent plus. Enfin, c'est un vrai poids pour elles, et notamment pour les toutes petites entreprises comme tutélaires. Donc il y a une vraie aussi question des acteurs financiers qui en veulent toujours plus. Alors normalement, ces réglementations, elles doivent permettre de résoudre ça, parce que une fois que l'information elle est normalisée, bon bah voilà, c'est clair, c'est celle-là qu'on produit, et puis vous l'avez, et puis on répond pas aux autres questions. Mais bon. L'ESG, c'est quand même très large, ça couvre plein de sujets, donc est-ce qu'on arrive à répondre à toutes les demandes de toutes les parties prenantes? C'est compliqué. Et puis, bien sûr, il y a des enjeux stratégiques et politiques. Hein. On l'a bien vu avec le débat sur le gaz et le nucléaire. Dans la taxonomie, oui. Dans la taxonomie. Est-ce qu'on les inclut ou non? La taxonomie, elle est censée donner une vision de l'économie alignée avec les objectifs climatiques. Mais on voit bien que les différents États se sont battus pour défendre leur propre modèle de mix énergétique. Et donc, ces combats politiques aussi, ils retardent malheureusement un peu la mise en œuvre de la réglementation, et ils sont source d'insécurité juridique pour les acteurs. Et c'était seulement sur les 2 premiers objectifs. Il y en a encore 4 autres qui doivent suivre un peu après. Donc, encore de bons débats en perspective. On continue sur le reporting des entreprises CSRD, Pauline, le concept de double matérialité dont on a parlé. Il y a une compétition un peu entre l'EFRAG et l'ISSB. Donc EFRAG côté européen qui défend la double matérialité, l'ISSB côté anglo-saxon et Fondation FRS qui défend la seule matérialité financière. Est-ce que ça, c'est pas un risque aussi pour les acteurs du marché et les entreprises? Alors, le risque, et qui est réel, je pense, c'est qu'on se retrouve avec 2 standards différents. Et clairement, les entreprises, elles n'ont absolument pas envie de devoir reporter sous 2 normes différentes. Ça veut dire qu'elles doivent faire 2 fois le travail. Donc, ça ne résoudra pas le problème. Donc, ce qui est extrêmement important, c'est qu'ils puissent travailler ensemble pour qu'il y ait au moins un système d'équivalence entre ces 2 normes. Après, moi, j'ai envie de porter un message positif sur ce sujet-là, c'est-à-dire que l'ISSB, il travaille certes dans une optique de simple matérialité, mais sur les données climatiques. On peut espérer que ce qui sera exigé dans le cadre de l'ISSB, finalement, ça soit le socle minimum des normes EFRAG qui, elles, iront plus loin. Alors, le problème, c'est que si l'ISSB ne va pas assez loin au niveau international, eh bien, les acteurs financiers européens qui auront besoin de plus d'informations de la part des entreprises, ils auront l'information en Europe parce que tout le monde reportera selon les FRAG, mais ils n'auront pas l'information de la part du reste du monde. Et donc ça posera problème. Donc c'est à la fois... c'est vraiment une question de coordination, de travail commun, et qu'ils arrivent à avancer. Il faut que... Voilà, je vais être positive en disant que je pense que l'ISSB, ça sera le minimum de l'EFRAG, donc au moins les entreprises européennes, elles reporteront. En revanche, il faut quand même que l'ISSB, il accepte d'aller un peu plus loin dans ce qu'il propose aujourd'hui pour pouvoir répondre aux réels besoins des investisseurs. Est-ce que ce risque de double standard, c'est un problème soit pour la Société Générale ou pour Tutélaire ou pour vos clients, Marie? Je ne sais pas si c'est quelque chose sur lequel vous avez travaillé aussi. Non? Nous, on a quand même un problème. Ouais. C'est que
on a beau dire qu'on est responsable, il faut qu'on le prouve. Quand on est mutuelle à mission, vous savez, on est contrôlé par un OTI et donc qui est notre auditeur en fait sur ce respect des objectifs à mission. Et donc il y a un moment où quand on a justement nos investisseurs qui vont avoir, eux, qui répondent à des labels ou à des réglementations complètement différentes, on perd en crédibilité derrière. Parce que nous, notre objectif, c'est quand même d'être lisible. Et cette lisibilité, on ne la veut pas au prix d'une réduction ou d'une réglementation qui est moins disante, mais la profusion d'approches différentes et que l'on comprend bien, hein, parce qu'en fait, c'est des défenses de modèles de monde et d'économies complètement différentes. Il y en a un qui nous dit ok, bon la valeur, c'est toujours une valeur capitalistique pour l'actionnaire, mais en fait, j'avais peut-être pas pris mes externalités négatives, donc là, je vais les internaliser et bravo, ça, voilà. Et l'autre qui dit non, mais attends, il n'y a pas que l'actionnaire, il y a toutes les parties prenantes. Nous, incontestablement, lorsqu'on s'intègre dans une démarche à mission, on est dans une démarche de parties prenantes. Donc on ne peut pas, si vous voulez, se satisfaire et on espère que c'est pas cette réglementation, si vous voulez, cet aspect-là du monde qui va gagner. Et donc oui, là, on est sur un problème d'arbitrage réglementaire qui, au bout, même tout petit, et j'imagine que pour des acteurs beaucoup plus gros, le problème est exactement le même, on perd en crédibilité et en lisibilité par rapport à nos clients finaux. C'est justement un risque, effectivement, au terme au bout du bout, le client final, c'est lui qui va décider. Comment est-ce qu'on lui présente? Alors, on a parlé de la directive MiFID 2. Marie, peut-être que vous pouvez nous expliquer, Marie-Villiers, vous pouvez nous expliquer comment faire pour accompagner les épargnants et qui vont, en voyant des produits qui ne sont pas forcément complètement verts, pas forcément complètement durables, se questionner sur le risque de greenwashing, en fait. Oui, tout à fait. Peut-être, avant d'expliquer cela, revenir sur l'ensemble des controverses qu'il y a actuellement sur l'ESG. Cet été, vous avez eu par exemple un article de The Economist qui a fait beaucoup de bruit et qui dénonce les pratiques dans le secteur de la finance durable. Il y a eu des livres, L'illusion de la finance verte. En parallèle, vous avez des épargnants qui sont de plus en plus regardants sur ce qu'on met dans leur portefeuille et qui dénoncent par exemple certaines pratiques incohérences au sein du label ISR. Donc effectivement, on a un marché qui est de plus en plus à l'écoute sur ce qui se passe au niveau de la finance durable. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'ambition de la réglementation MiFID/IDD, donc c'est de vraiment protéger le client final. Et pour cela, en fait, on va l'obliger entre guillemets à se positionner et à affirmer de façon plus précise quelles sont ses attentes en matière de durabilité. Et ça, c'est une nouveauté puisque ça n'existait pas. Effectivement, dans la loi Pacte, on propose des produits labellisés, mais là, on va aller chercher des thématiques de durabilité et on va imposer aux clients de se positionner selon ces 3 axes. Donc, les 3 axes, c'est: est-ce que vous souhaitez un produit qui est taxo-compatible? Est-ce que vous souhaitez un produit, un investissement durable plus large? Ou est-ce que vous souhaitez un produit qui prend en compte les externalités négatives, donc ces impacts négatifs, qui limite les impacts négatifs sur l'environnement, la société ou la gouvernance? Donc ça, c'est la finalité de la réglementation. Et donc pour garder cet objectif-là, il y a différents moyens d'action. Le premier point, donc, c'est au niveau des conseillers financiers. Il y a un énorme effort de pédagogie à faire pour expliquer ces 3 notions de façon non technique. Donc SFDR, taxonomie, pour bien comprendre ces notions-là, il faut avoir en tête l'objectif qui sera poursuivi par votre produit. Quand on parle de taxonomie, c'est un objectif climatique. Donc c'est vert dans le sens climat pour l'instant, atténuation, adaptation au changement climatique. Un objectif durable au sens large, ça va être des objectifs environnementaux plus larges. Par exemple, donc, protection de la biodiversité, gestion des ressources en eau, etc. Ou un objectif social, donc ça c'est la 2e catégorie. Et donc par rapport à ces 2 catégories, la démarche, la façon de réfléchir, ça va être dans quelles entreprises, quel est l'objectif poursuivi par les entreprises dans lesquelles mon gérant investit et quelle est la proportion de ces entreprises dans mon portefeuille. Et enfin, donc, la 3e notion, c'est là quels sont les impacts négatifs que mon gérant prend en compte. Par exemple, vous avez un indicateur, c'est l'exposition dans les énergies fossiles. Donc, vous pourrez choisir, via la maîtrise de cet indicateur, de limiter l'exposition de votre produit dans les énergies fossiles. Et donc, toutes ces possibilités-là d'investissement, elles sont complexes parce que le marché est en train de se préparer, est en train de produire ces produits-là, mais vous aurez la possibilité de vous positionner, donc vraiment de comprendre et d'avoir des produits peut-être plus verts. Pauline, je vois que vous vouliez réagir dessus. Non, parce que
Alors c'est vrai, mais je trouve que c'est plus complexe que ça en fait. Parce que notamment les acteurs financiers vont devoir dire sur chaque produit quelle est la part investie dans la taxonomie européenne. Et je voudrais juste que tout le monde ait en tête qu'aujourd'hui, comme déjà il n'y a que 2 objectifs qui sont définis, et qu'en plus on n'a pas toutes les activités économiques qui sont listées, les estimations, elles disent que les activités économiques, on a 2,5% d'activités économiques qui sont aujourd'hui alignées avec la taxonomie européenne. Donc le problème dans cette réglementation, c'est qu'on est un peu en train de demander aux clients: est-ce que vous voulez un super produit qui a 100% de verre ? Le client va dire oui. Après, on va dire ah bah oui, mais en fait, on n'en a pas. Mais on n'en a pas parce qu'aujourd'hui, l'économie n'est pas alignée. Donc, il faut juste aussi, dans cet effort de pédagogie, aller aussi expliquer pourquoi, en fait, on n'est pas sur des seuils à 100%, voire à 50%, et qu'on va plutôt être sur du 15 à 20%. C'est déjà génial, en fait. C'est déjà hyper bien. Ça veut dire qu'il y a un effort par rapport à l'économie qui est fait de vraiment aller vers du plus vert. Et l'autre écueil, c'est que aussi, malheureusement, on n'investit pas que dans des entreprises. Enfin, malheureusement. C'est-à-dire que dans ce seuil, il est calculé sur la totalité du portefeuille, mais on n'investit pas que dans des entreprises, on investit aussi dans de la dette souveraine. Les États, ils ne sont pas du tout taxonomie alignés ou non. Et donc, il y a aussi tout ça à aller expliquer au client final dans un dialogue du conseiller financier qui a plein d'autres choses à lui dire, tout ça en 1 heure. Donc voilà, pour expliquer aussi que c'est vraiment super et il fallait le faire d'imposer, de prendre en compte les préférences ESG, mais ça va prendre du temps et ça demande un réel effort de pédagogie et de formation des conseillers pour aller expliquer dans un temps réduit tous ces enjeux. Et ce travail a commencé ? Ce travail de pédagogique des conseillers ? Oui, il a commencé. Ouais. Mais est-ce qu'il porte ses fruits, en fait ? Il a commencé. On a commencé, nous, depuis un certain temps. On a déjà même déployé des e-learning en interne à tous nos conseillers pour déjà faire les premiers vernis. Et ensuite, ils sont complétés par des face-to-face, des vidéos, des podcasts en interne pour pouvoir déjà commencer à former les conseillers. Parce qu'une fois le conseiller est formé, il va falloir qu'il explique aussi à son tour à Monsieur X et Madame X qui vont se pointer à son agence, qu'est-ce que ça veut dire tous ces termes-là ? Déjà, nous, on a du mal. Alors, vulgariser un peu tout ça au client final, c'est compliqué. Et on est en train de travailler maintenant même sur des fiches pédagogiques pour les clients finaux. Parce que une fois le conseiller a compris, la restitution n'est pas toujours simple aussi. Et c'est assez pointu. Ça veut dire les 3 questions qu'on doit poser aux clients sont assez pointues. Ça veut dire qu'il faut expliquer la taxonomie pour leur demander un pourcentage. Pareil sur l'investissement durable quand c'est lié à SFDR. Et ensuite, on va rentrer dans du KPI sur les Principal Adverse Impact, sur les incidences négatives. Et au fait, le conseiller doit être quand même assez bien formé pour pouvoir répondre à toutes ces questions-là et surtout à expliquer à son client chacun des termes, qu'est-ce que ça veut dire. D'accord. Et c'est là que la transformation de l'économie se fait aussi par la finance. Je veux dire, c'est quand le client achète. Est-ce que est-ce que vous pensez que toute cette réglementation, au final, va aller assez vite pour ça ? Est-ce que Alors, moi, ce que je pense, c'est que ce qui est très bien avec toutes ces réglementations, même si elles sont un peu dans tous les sens, que ça va vite, tout ça, c'est que ça touche toutes les fonctions de l'entreprise. Donc, en fait, là, on est dans une étape où tout le monde est en train de se former à marche très rapide sur tous ces enjeux-là. Et donc, je pense que, en fait, quand toute l'entreprise va être alignée, oui, ça va avoir un vrai effet. En revanche, il faut vraiment prendre de la hauteur de vue, comme le disait Marie, sur toutes ces réglementations et pas être juste dans une démarche tick the box. Il faut se dire, OK, c'est quoi mon objectif final ? L'objectif final, c'est quand même aussi de transformer mes produits. C'est-à-dire qu'il ne faut pas juste se dire, OK, je prends mes produits tels qu'ils sont et puis je les classe article 8 ou 9 et c'est super. Bah non, c'est aussi comment j'innove pour justement avoir des produits qui vont accompagner la transition, qui vont aller vers une économie plus responsable et avoir de l'impact sur l'économie réelle. Et donc là, je pense qu'on est un peu trop... 2022, c'est l'année de la mise en œuvre, donc c'est peut-être un peu tôt pour qu'on soit sur cette phase d'innovation. On a besoin d'abord déjà de mettre en œuvre, que tout le monde se forme et ait bien compris les enjeux. Mais je pense que l'étape d'après, et il faut qu'elle arrive très vite, ça va être... l'innovation, en tout cas, c'est mon souhait. D'accord. Ça veut dire que la charnière doit vite être passée. On arrive à la fin de la table ronde. Je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle éventuellement. Monsieur, je vois. Alors, je ne sais pas s'il y a des micros qui peuvent vous être passés. Oui.
Bonjour à tous. Thomas Bonjour. Nouvian de Rive-Neuve. Je vous remercie d'abord pour la qualité des échanges qui montrent vraiment la pluralité de votre situation et à quel point en fait ce thème s'applique chez différents acteurs. Ma question, elle est peut-être un peu technique aussi. J'aurais aimé avoir votre opinion sur l'étape d'après en réalité, qui serait la convergence entre les données financières et extra-financières, avec derrière la problématique de performance des entreprises et performance des portefeuilles, où aujourd'hui, alors que ces deux notions restent scindées, on doit faire des arbitrages nécessairement entre les deux notions, et ce sont des arbitrages qui sont souvent difficiles et qui ne vont souvent pas dans le bon sens, en quelque sorte. Donc je voulais voir, est-ce que vous pensez que voilà, on va arriver vers des normes de comptabilité intégrées? Est-ce que vous pensez que c'est plausible, et si oui, à quel horizon? Alors, on y va doucement, un peu trop doucement, certainement, mais on y va. Nous, chez Finance for Tomorrow, justement, on travaille sur la finance à impact pour justement intégrer cette notion d'impact et de dépasser la simple analyse ESG et vraiment de prendre en compte l'impact au même titre qu'on prend en compte le rendement et le risque dans les décisions d'investissement et de qu'est-ce que ça veut dire, comment on fait de la finance à impact sans faire d'impact washing et comment on le fait de manière solide. Donc, en tout cas, il y a une vraie volonté des acteurs d'aller vers là. Après, c'est vrai que c'est compliqué et on le voit là, juste avec la crise géopolitique et les questions sur les énergies fossiles. Les arbitrages, effectivement, ils sont compliqués parce qu'il y a quand même un objectif de rendement. Enfin, un épargnant, quand il met son argent dans de l'assurance vie, effectivement, il veut un rendement au bout. Hein. Donc, c'est des arbitrages qui sont compliqués, mais ce qui est certain, c'est qu'il faut aller vers une prise en compte systématique aussi, en tout cas que la décision elle soit actée en prenant en compte aussi la performance environnementale et sociale. Iden, vous vouliez rajouter quelque chose? Je rejoins complètement Pauline. Nous, on fait partie de ce groupe de travail. Et ces arbitrages, en fait, c'est exactement les questions que se pose au quotidien notre comité des placements. C'est-à-dire que nous, les adhérents, en fait, quand ils ont leur rente dépendance, en fait, ils épargnent à 40 ans pour que, peut-être 30 ans plus tard, peut-être que les 300 € par mois, ils en auront vraiment besoin pour vivre, en fait. Donc, on ne va pas s'amuser à faire des paris en se disant c'est de jour au lendemain. Donc en fait ma réponse c'est oui, mais du coup ce que ça impose c'est que c'est pas tout de suite. C'est-à-dire qu'on ne peut pas rendre notre portefeuille 100% responsable du jour au lendemain. Et on le regrette, mais on ne le peut pas parce que sinon ça se fait aussi au détriment en fait de notre adhérent. Et le détriment de notre adhérent, c'est pas juste qu'il a perdu de l'argent, c'est possiblement que demain en fait il peut pas rester chez lui pour quand il devient dépendant. Donc il y a des objectifs derrière humains. Et le deuxième, c'est en effet que parfois, il faut savoir prendre et tenir tête à ses partenaires et où on place notre argent en disant là, je n'accepte pas ça. Ça n'est pas possible, ça n'est pas du ISR. Vous faites ce que vous voulez, mais quand je vois ça, je m'en fiche du chiffre. Et le troisième, c'est qu'en effet, la financiarisation, donc c'est-à-dire en gros, à chaque fois qu'on essaye de trouver une traduction financière d'enjeux en fait climatiques ou de biodiversité, l'aspect positif c'est la lisibilité, l'aspect négatif, je le redis, c'est forcément à un moment une perte de réalité en fait, et donc de sincérité plutôt. Voilà, je ne sais pas si je suis très claire. Donc on essaye d'y répondre. Ce sont des critères que tous les jours on se pose lorsqu'il s'agit de renouveler une ligne, d'investir sur tel ou tel produit. Et la réponse aujourd'hui qu'on a trouvée, c'est le cadencement de cette transition. Et on espère qu'elle soit plus rapide qu'elle ne l'est aujourd'hui. Merci pour votre réponse, j'espère que ça vous va. Est-ce qu'il y a éventuellement d'autres questions dans la salle qui veulent se manifester? Eh bien, j'en vois. Ah, madame, allez-y. Bonjour, merci beaucoup également pour la conférence. Moi j'ai une petite question un peu naïve. Je vois que tous les acteurs sont obligés de former tout le monde en interne. Je pense à ce que vous avez dit sur la Société Générale. Est-ce que par exemple au Centre Finance for Tomorrow ou bien spontanément, il y a un partage de podcasts, de formations, etc. pour avancer plus vite, même entre des sociétés qui peuvent être concurrentes par ailleurs?
Alors non, mais je prends le point. Moi, je trouve que c'est une très bonne idée. Après, je suis pas sûre que tous mes membres veulent mettre à disposition de leurs concurrents ce qu'ils développent en interne. Enfin, on est aussi sur des questions de différenciation. Donc non, la formation, à la fois continue et initiale, fait partie de nos axes stratégiques sur lesquels on essaye de travailler. Mais pour répondre clairement à la question, il n'y a pas de mise en commun, en tout cas, des formations des différents acteurs. Alors là, je vais parler à titre personnel. Je suis active au sein d'une association qui s'appelle Acteurs pour la finance responsable. Et donc, ils proposent des thématiques, des conférences pour les adhérents sur les sujets de la finance durable. Donc, il y a des webinaires sur les réglementations qui sont organisés. Donc, je vous invite à être adhérent à cette association si vous souhaitez plus d'informations. Et à titre personnel aussi, l'association des shifters et du shift, je vous le dis, parce qu'on y est actif et je vois qu'il y en a plusieurs dans la salle, je reconnais leur visage. Excellente vulgarisation. Et alors, sur le domaine de l'assurance, je trouve les webinaires de l'Argus de l'assurance assez bien faits. Si vous êtes dans le milieu, c'est dispo entre midi et 2. Ils ont fait récemment justement un petit webinaire sur toute cette complexité de l'enchevêtrement de la réglementation finance durable, très accessible et qui dépasse largement le sujet assureur en fait. Donc je pense qu'ils en font souvent. Puis Arnaud ne le dira pas, mais Novetic est organisme de formation. Exactement, on est centre de formation aussi. Donc vous pouvez venir vous former chez nous. Merci beaucoup. Je crois qu'on arrive au terme de notre table ronde. Merci d'y avoir assisté. Merci à nos 4 intervenants de qualité, effectivement. Et puis je vous laisse pour la suite de ProDurable. Merci à tous.